Bonjour. La sono est puissante pour la taille de la salle. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci donc à tout le monde, au public comme aux organisateurs de nous avoir invités, enfin les organisateurs. Donc quelques mots brefs d'introduction de ma part avant qu'il y ait deux présentations correspondant aux deux sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Et puis ensuite, mécanisme classique d'une table ronde, une discussion à la fois entre les personnes qui sont à la tribune, mais également avec les personnes qui sont dans la salle. Alors, les deux châteaux évidemment royal de Fontainebleau et palais princier de Monaco, ont fait l'objet depuis un certain nombre d'années, enfin jusqu'à aujourd'hui, de campagnes de conservation-restauration très importantes qui ont touché l'architecture, etc. Mais ce dont nous allons parler, c'est de la question des décors, puisque un certain nombre de similitudes qui étaient plus ou moins connues de la part des historiens ou des historiens de l'art, mais se sont révélées beaucoup plus importantes que ce que l'on pouvait imaginer entre ces deux édifices qui, a priori, tout opposent. Ce sont deux bâtiments qui n'ont ça a priori rien à voir, sur le plan de la topographie, sur le plan de l'environnement, sur le plan même de la morphologie générale. En revanche, évidemment, ce sont deux grands lieux de résidence du pouvoir aristocratique et qui ont, comme c'est souvent le cas, connu toute une série de stratifications importantes et en particulier à une époque particulière et tout à fait évidemment importante que sera le XVIe siècle autour de la fin de ce que l'on peut qualifier d'époque de la Renaissance. Alors, ça va se traduire par des dispositions architecturales, évidemment, dans l'un et l'autre cas, des galeries, des bâtiments importants vont être construits dans le courant du XVIe siècle, et ces bâtiments vont être évidemment décorés, et c'est une des spécificités communes à ces deux édifices, d'ensemble de peintures à fresques civiles d'une ampleur considérable, puisque dans l'un et l'autre cas, ce sont plusieurs centaines de mètres carrés de peinture à fresques, ce qui est, en dehors évidemment du territoire que l'on appelle aujourd'hui l'Italie, est quelque chose d'exceptionnel, en tout cas dans le champ du décor civil. Alors si, à Fontainebleau, ces décors étaient connus depuis longtemps, analysés, étudiés par tous les historiens et historiens de l'art et de l'architecture. C'était beaucoup moins le cas à Monaco pour diverses raisons, mais aussi parce que une grande partie de ces peintures a été, pour ainsi dire, découverte à l'occasion de ces campagnes de conservation-restauration de ces dernières années. Alors, les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisque il y a évidemment des éléments d'architecture. Le plus emblématique, ce sera l'escalier de Monaco, pardon, l'escalier qui est dans l'axe de la façade de la cour d'honneur, qui est, dès la fin du XVIIe siècle, une sorte de copie, mais assez fidèle, du fameux escalier que Louis XIII donc fait construire au début des années 1630 à Fontainebleau. Donc ça, c'est un point évidemment de similitude absolument majeur, mais vous l'avez compris, ce n'est pas le seul. Et puis, ces destins croisés entre Fontainebleau et Monaco vont se continuer dans le courant des siècles, pour ainsi dire, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui va nous être présenté dans quelques minutes, puisque dans le courant du XIXe siècle, au moment où, à Monaco comme à Fontainebleau, sont décidées un certain nombre de campagnes de restauration, entre guillemets, des peintures, il va y avoir des acteurs communs qui vont travailler sur l'un et l'autre site. On va vous en parler. Et puis enfin, aujourd'hui, dans les campagnes que l'on connaît durant ces dernières années, un certain nombre de croisements également, à la fois en termes de regard, de connaissances, d'attribution. Elles sont assez claires pour ce qui est de Fontainebleau, elles sont un peu plus floues pour ce qui est de Monaco, pour des raisons dont on pourra débattre, mais aussi des questions d'ordre technique, quant à la conservation-restauration de ces peintures qui, cela va sans dire, ont été à de multiples reprises durant 5 siècles
complétées, transformées, repeintes, donc qui ont connu à la fois des transformations mais aussi des altérations considérables, et posant évidemment, c'est assez classique, mais c'est un peu, je veux dire, une sorte de focus un peu exagéré à cet endroit-là, autour des questions, qu'est-ce que l'on conserve, qu'est-ce que l'on peut conserver, qu'est-ce que l'on doit mettre en valeur, quelles strates, et comment éventuellement traiter des lacunes lorsqu'il n'existe plus rien et que l'on veut avoir une lecture à peu près cohérente et homogène de l'ensemble. Voilà, je n'en dirai pas plus, puisque tout cela va être évidemment présenté dans un premier temps par les intervenants et faire l'objet d'une discussion dans un deuxième temps. Et je vais présenter donc les personnes qui sont autour de la table. Donc, deux binômes, en quelque sorte, conservateur historien de l'art d'un côté, conservateur-restaurateur de l'autre, puisque c'est aussi le parti de notre propos de ce matin, qui est de montrer comment l'historien ou l'historienne de l'art intervient de façon positive dans l'élaboration du projet, en lien, je le présenterai avec l'architecte en chef des monuments historiques pour ce qui est de Monaco. Donc, Alors ta mutation n'a pas encore été oui, mais peut-être bientôt en réalité, parce que c'était la surprise, on ne te l'avait pas encore dit. Donc, pour ce qui est donc de l'équipe de Monaco, à ma gauche, Sophie Kowalewski, qui est historienne de l'art et plutôt spécialiste en matière de peinture murale et de peinture à fresque dans le sud-est de la France. À côté, donc, Julia Greiner, qui est la conservatrice-restauratrice qui dirige, c'est une direction assez collégiale, il y a plusieurs représentants ici dans la salle, mais qui dirige l'équipe de conservation-restauration et qui a été évidemment des maillons forts dans toute cette opération. Donc ça, c'est, si je puis dire, le binôme Monaco. Et puis ensuite, les deux voisines, le binôme Fontainebleau, donc historienne de l'art et conservatrice du patrimoine au sein de l'établissement public de Fontainebleau, donc Oriane Beaufils, et Émilie Chekroun, conservatrice, restauratrice de peinture et qui a dans son giron passé des opérations de grande envergure, de grands décors. Évidemment, Fontainebleau est l'un des plus prestigieux. Et puis, donc, participe également et participera à notre discussion Patrick Ponceau, qui est architecte en chef des monuments historiques et qui a, depuis maintenant plus de 10 ans, je n'ai plus la date, je devrais le savoir par cœur, puisque, parenthèse publicitaire, et je clôturerai là-dessus, nous allons, quand je dis nous, c'est parce que je contribue à la réalisation d'une revue qui s'appelle Monumental et dont le prochain numéro, dont on vient de boucler la maquette définitive avant-hier, donc c'est tout frais, comporte un dossier monographique complet sur Fontainebleau qui va sortir au mois de juillet prochain. Donc ce sont 160 pages sur tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire, l'architecture, les sculptures, les décors, les collections, le parc et ses jardins, le réseau hydraulique, etc. Donc, petite publicité au passage, Monumental Fontainebleau, numéro 1 de l'année 2023, que je vous conseille. Et donc, Patrick Ponceau, naturellement, y a largement contribué. J'ai déjà été trop long, et je donne donc la parole... D'accord. Ah bon, on a inversé. Pas de souci. Donc, je serai impitoyable sur les délais. C'est mon rôle. Et je serai docile. Bonjour à tous. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Bon, je suis ravie qu'on puisse se réunir pour présenter ces deux chantiers qui sont très importants pour le Palais Princier de Monaco et pour le château de Fontainebleau. Donc, je vais commencer par brièvement vous présenter ce qu'est la Porte Dorée, ce qu'il y avait dedans, ce qu'il y a encore, ce qu'il n'y a plus, avant de céder la parole à Émilie qui va vous présenter le chantier et les opérations que nous sommes en train d'y mener. Alors, qu'est-ce que la Porte Dorée ? Et la Porte Dorée, c'est un pavillon qui est l'entrée royale du château de Fontainebleau pendant tout le XVIe siècle, qui est architecturalement construit sur les modèles
italien, si l'on peut dire. On peut penser au Castel Nuovo à Naples ou à la façade du palais d'Urbino. Donc il y a cette importance italienne qui est fondamentale dans l'art de Fontainebleau. En fait, ça part à l'écran, mais pas... Et la porte dorée est imaginée à partir de 1528. L'un des chapiteaux emporte la date et vous avez à côté la première carte photographique, le premier relevé, si je puis dire, de la porte dorée du château de Fontainebleau qui se trouve sur un petit cartellino dans la galerie François Ier. Donc c'est un pavillon d'entrée sous lequel on passe, un peu à la manière d'un arc de triomphe lorsqu'on arrive au château de Fontainebleau au XVIe siècle. Et c'est pas très fluide ce truc. Si, il y a personne pour... Vous savez pas comment ça fonctionne? Non, mademoiselle, avec la casquette? Non? Et vous voulez pas venir aider? Alors... Bon, ça remarche, mais c'est poussif. Donc, la porte dorée, c'est un décor absolument exceptionnel qui a réuni beaucoup des très grands artistes de la Renaissance. Y ont mis la main, très probablement Rosso Fiorentino avant sa mort, au moins pour concevoir des projets, le grand orfèvre Benvenuto Cellini, Primatis, des artistes qui vont après être très connus dans l'école française de la Renaissance, comme Pierre Bontemps, Dominique Florentin, enfin tout un ensemble d'artistes qui forment finalement ce qu'on appelle l'école de Fontainebleau et qui sont représentés donc dans cette porte dorée à divers égards. Mais je comprends vraiment pas comment ce truc fonctionne. Ok, super, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est encore un peu mystérieux et c'est là aussi que le travail de... Non, mais je vais y arriver. Enfin, je devrais pouvoir y arriver. C'est là que le travail de conservateur et celui de restaurateur et celui d'architecte fonctionnent très bien ensemble. C'est qu'en fait, notre travail, c'est quand même d'arriver, chacun avec nos compétences, à comprendre ce qu'il y a, ce qui s'est passé, comment ça a changé, avec quels matériaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le mieux mis en valeur possible pour protéger ces décors d'une part et les présenter au public de l'autre. Alors, il subsiste encore un grand nombre d'interrogations qui nous interrogent encore, parce que c'est le principe d'une interrogation, n'est-ce pas? Puisque ce tympan que vous voyez ici, vous voyez une salamandre qui date du 19e siècle, des stucs qui sont autour qui datent du 16e siècle, et puis vous connaissez tous au musée du Louvre ce grand bronze représentant la nymphe de Fontainebleau qui était censé avoir été fondu pour être installé ici, qui n'y a jamais été placé, et en fait quand on prend les mesures, on se rend compte que de toute façon ça ne rentrait pas. Donc tout ça nous fait nous interroger. Et en plus de ce décor de stuc que vous avez vu, de ce projet que vous voyez là, dans les contes, donc autre élément important, les archives, eh bien, on parle d'un tonneau en terre cuite avec des melons, des pommes, etc., en terre cuite vernissée de l'atelier des Della Robbia florentins. Donc, pléthore d'idées finalement pour décorer cette porte dorée. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, enfin tout nous intéresse, mais ce qui nous intéresse au premier chef pour comparer avec le chantier de nos amis monégasques, ce sont évidemment les fresques, qui sont un ensemble absolument formidable, conçu sous la direction de Primatis, qui est le grand maître de Fontainebleau après la mort de Rosso. Il y a deux espaces, un espace... D'accord. D'accord. En fait, ça ne correspond pas. D'accord. Ok, je comprends mieux. Donc, un ensemble de fresques avec deux thèmes. Il y a le portique, donc vous entrez. Alors, vous ne pourrez pas traverser le pavillon de la Porte Dorée lors de ce festival, justement parce que c'est en travaux. Vous avez deux espaces différenciés. Un portique dans lequel vous avez un cycle constitué de deux fresques avec l'histoire d'Hercule, Hercule et Omphale. Donc d'abord Hercule habillé en femme à la cour d'Omphale. On voit même Hercule être rasé par les suivantes d'Omphale. Et puis, vous avez l'autre scène où c'est Hercule dans le lit d'Omphale, réveillé par un faune qui se trompe, qui pense caresser la cuisse d'Omphale, mais en fait c'est Hercule, donc ça fait tout un drame. Vous imaginez bien la déception de ce petit faune. Donc c'est le premier espace. Et puis, on arrive ensuite dans le vestibule, qui est conçu différemment et qui comporte un cycle, 4 fresques sur les parois et 2 fresques octogonales sur la voûte surbaissée, avec finalement une iconographie qui reprend
de loin ou de près, mais quand même d'un peu loin, certains chants de l'Iliade. Il y a d'ailleurs des difficultés, les difficultés dont va vous parler Émilie de lecture matérielle vont avec une difficulté intellectuelle, puisque la compréhension parfaite des sujets iconographiques qui ont inspiré ces fresques est encore aujourd'hui compliquée. François Ier est un roi lettré, il fait traduire à la cour de France les grands textes d'Ovide, d'Homère, de Virgile, et ceux qui vont concevoir les programmes iconographiques, finalement, vont interpréter, s'amuser à trouver des petites variations amusantes pour les sujets. Donc, du coup, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas forcément aussi évident que l'Eda et le signe, où vous avez une dame, un signe, un bisou entre les deux, et là, on comprend qu'a priori, il s'agit des métamorphoses d'Ovide, c'est assez simple. Ici, c'est plus complexe, et il y a souvent plusieurs textes qui sont utilisés pour une seule représentation. Donc je vous les montre rapidement, et puis je vous les montre avec ce qu'il y a de plus séduisant, c'est-à-dire les dessins préparatoires qui nous servent aujourd'hui, et on va aussi parler de cette notion de documentation pour comprendre le décor avec ce chef-d'œuvre absolu du dessin de Primatis. Donc là, vous avez en fond de scène de tout ça, Junon et Jupiter ne sont pas d'accord sur est-ce qu'on défend les Grecs ou les Troyens dans la guerre de Troie. Junon veut défendre les Grecs et Jupiter veut défendre les Troyens. Donc elle essaye de faire des petits coups en douce, Junon. Donc là, elle va réveiller Morphée, le dieu du sommeil, pour lui demander d'aller endormir Jupiter pour qu'elle puisse aller défendre les Grecs de son côté pendant qu'il dort. Voilà, les femmes sont parfois un peu mesquines. Donc, voilà le dessin préparatoire. Après, vous avez la fresque. Alors, les couleurs de cet écran ne sont quand même pas conformes à la réalité, je vous rassure. C'est quand même un peu hard, donc c'est pas exactement comme ça. Néanmoins, c'est vrai qu'on était à un niveau de lisibilité très 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 complexe. Donc voilà pour la première scène. Vous avez ici un dessin montrant Hercule sur l'île de Cos, Hercule blessé qui arrive sur l'île de Cos. Donc ça c'est un autre livre de l'Iliade. C'est pas tout à fait corrélé au sujet précédent. Donc là aussi, on voit que tout ça est assez compliqué à lire. Et sur la slide d'après, vous avez le décor tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Et Émilie va vous expliquer pourquoi c'est tout bizarre comme ça. Ensuite, scène suivante, vous avez le corps, magnifique dessin encore de Primatis au Louvre, le corps d'Hector qui est ramené devant les murs de Troie. Et vous allez avoir aussi la fresque sur l'image suivante. Donc vous voyez, la lecture de tout ça, si on n'avait pas les dessins, ce serait quand même relativement coton. Et puis scène suivante, vous avez, alors ça c'est un de nos bébés, on va je pense beaucoup en parler aujourd'hui, très poétique sujet qui lui vraiment n'apparaît pas tellement dans les textes. D'ailleurs j'utilise cette identification qui a été proposée par Dominique Cordelier de la nuit, donc c'est cette femme que vous voyez avec le bras levé qui protège en fait le temps, qui est endormi sur son genou, des rayons du soleil que vous voyez juste en bas à droite de l'image, donc elle fait en sorte que le temps reste endormi et que le soleil ne le réveille pas, pour que finalement la vie de la nuit puisse continuer à avoir lieu. Donc il y a aussi cette opposition entre le jour et la nuit qu'on voit très souvent dans les décors de la Renaissance qui apparaît. Puis vous avez Neptune dans sa coquille derrière et un grand nombre de créatures avec cette délicatesse du dessin de Primatis dans les années 1540. Et puis, voilà la fresque telle qu'elle apparaissait avant que Patrick Ponceau et Émilie ne viennent finalement rompre la chaîne du temps qui abîme et renouer avec la conservation et la pérennité. Et puis, vous avez ensuite les fresques qui sont situées sur la voûte dans des octogones et qui sont iconographiquement sans doute les plus complexes. Ce sont aussi celles qui sont le plus difficilement lisibles et ce sont celles pour lesquelles on a le moins de documentation. Donc là, vous avez vu ces très beaux dessins préparatoires de Primatis qui ont tous été gravés, ce qui fait qu'ils se sont diffusés, qu'on les connaît bien, et ceux dès le XVIe siècle. Ceux de la voûte, les octogones, c'est plus compliqué. On a beaucoup moins d'éléments, donc c'est encore plus compliqué pour nous. Et on a juste un très beau dessin qui est conservé à Berlin, que vous voyez là, où vous avez Junon sur son char, là, vous voyez, sur la gauche, qui vient constater que Jupiter a bien été endormi par Morphée. Et vous voyez ce qu'on a à côté. Bon, au début, il faut un petit peu le voir pour le croire, quand même. Donc c'est vraiment ça aussi la difficulté de ce chantier. Et puis, qu'est-ce qu'on raconte après ? Voilà, l'autre octogone avec finalement notre ami Héphaïstos qui est projeté finalement sur le sol une fois qu'on se rend compte que Héphaïstos a soutenu Junon dans le projet d'endormir Jupiter. Et puis, juste pour... ça va, je suis à peu près dans les temps ? Ok. Pour stylistiquement parler un peu de à quoi appartient finalement dans l'histoire de l'art ce cycle de la Porte Dorée, il appartient à un moment très important de la carrière de Primatis. Vous savez, Vasari il dit que Fontainebleau c'est quasi una nuova Roma, presque une nouvelle Rome. À Rome, qu'est-ce qu'il y a ? Des grands artistes italiens, on fait venir Rosso et Primatis, des grands bâtiments,
le château de Fontainebleau, et il faut des antiques. On n'a pas d'antiques en France. Qu'à cela ne tienne, on va aller en chercher en Italie. François Ier envoie Primatis en Italie pour récupérer des antiques et les ramener à Fontainebleau. Ça ne se trouve pas non plus à ce point sous les sabots d'un cheval, même en 1540. Donc finalement, comme on ne trouve pas de statue suffisamment, on va dire, importante pour pouvoir les ramener à Fontainebleau, alors pour les acheter, eh bien, on se dit qu'on va fabriquer des antiques. Donc Primatis reçoit une autorisation expresse du pape d'aller prendre les empreintes, donc d'aller mouler les antiques du pape, pour en faire des bronzes à Fontainebleau, les grands bronzes qui sont dans la galerie des Serres, et ces grands bronzes, ce sont les premiers bronzes français de la Renaissance. École de Fontainebleau, école de la fresque, école du stuc, école fonte de grands bronzes. Ici, c'est un lieu où on apprend, et c'est encore vrai aujourd'hui, et ça l'a été depuis le XVIe siècle. Donc dans ces années 1540, Primatis revient tout juste de Rome, il s'occupe du décor de la Porte Dorée, et il y a cet aspect antiquisant, qui va s'emparer finalement de son style. La rencontre avec les décors de Raphaël, de Michel-Ange va sans doute beaucoup l'impressionner. Et c'est comme ça que, et finalement, les figures de la Porte Dorée, vous avez le dessin préparatoire ici, et à côté, vous avez la chambre de la Duchesse d'Étampes, juste une minute sur la slide d'avant. La chambre de la Duchesse d'Étampes qui est juste ici, qui a aussi fait l'objet de bons soins de Patrick et d'Émilie. Eh bien, vous avez ce type féminin très classique, très gracieux, avec ses coiffures qui évoquent les sculptures de Praxitèle. Donc c'est le moment très alentique de la carrière de Primatis, juste après la mort de Rosso, quand finalement elle a une forme d'ascendant énorme sur le château, et avant l'arrivée du foyer émilien dans les années 1550. Et je termine juste en passant rapidement sur ces photos qui vous montrent en fait un autre aspect de notre documentation. C'est le grand architecte Charles Percier qui vient au château de Fontainebleau à la toute fin du XVIIIe siècle. Il vient aussi dans d'autres endroits, mais à Fontainebleau, il va dessiner, relever, les mots sont lourds de sens, les décors qu'il voit dans la Porte Dorée, il va les annoter aussi, et on se sert aussi de ça pour se dire, voilà, ce qu'il a vu ou ce qu'il voudrait avoir vu à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une documentation qui est aussi une interprétation. Donc tout ça est riche en ambiguïté, mais ça fait partie de tout ce bagage qu'on utilise pour comprendre comment finalement on en est arrivé là aujourd'hui. Vous avez plein de petites annotations où on dit c'est effacé, etc. Et parfois ça nous pose de grandes questions. Et puis on finit juste, je crois, sur les stucs. Et là, vous voyez, voilà tout ce qu'on a comme bagage pour essayer de comprendre ce tympan. Vous avez une photo du tympan en haut. Vous avez ce que nous montre Charles Percier en bas. Avec, là où il y a la salamandre, il y a écrit que c'est très gratté et qu'on a l'impression qu'il y avait de la peinture avant. Est-ce qu'il y avait de la peinture? Est-ce qu'il y a aussi eu une idée d'une peinture en plus du bronze, du tondo de Della Robbia et du stuc? Peut-être. Et à côté, vous avez un dessin réalisé d'après Primatis, qui est conservé au Louvre, qui est probablement là depuis le XVIe siècle, et qui est lui-même une réinterprétation d'un dessin de Giulio Romano au Palais du Thé à Mantoue, avec lequel Primatis a dû venir en France. Et à partir de tout ça, eh ben, il faut que d'ici à la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, eh ben, on comprenne vraiment bien tout ce qui s'est passé. En tout cas, c'est notre rôle ici. Émilie, je vous cède la parole et je deviens votre appareil. Merci beaucoup. Alors, comme on a peu de temps, moi je vais surtout vous parler de la matière, des complexités qu'on a face au nettoyage, et puis un tout petit peu d'introduire les questions qu'on se pose et les propositions qu'on est en train de faire pour la réintégration. Donc là, vous avez les présentations en orthophotographie des scènes. Bon, les couleurs sont toujours un petit peu pas très fidèles à ce qu'on a sur l'ordinateur, mais ça vous donne une idée. En orthophotographie, on a l'avantage de mettre à plat les clichés, ce qui permet de faire une documentation plus précise. Donc là, je vous les montre plus rapidement, ça nous donne des bons supports. Là, je voudrais m'arrêter sur la scène de la nuit qui protège le temps, parce que vous pouvez voir son état extrêmement altéré esthétiquement. Là, c'est avant intervention, et je peux vous le montrer sous UV. Donc les UV traduisent la présence de matériaux avec des réactivités différentes sous ce type d'éclairage et permettent la discrimination de certains matériaux plus modernes ou plus anciens. Et là, ce que vous voyez en fluorescence jaune et puis cette laitance bleue, c'est pour les jaunes des repeints vinyliques récents qui datent de 1965. Et ce qui est laiteux bleu, c'est de la cire. Ça vous donne une idée de l'importance des matériaux exogènes, en tout cas postérieurs, qui ont été posés après Primatis sur la fresque, et plutôt très récemment. Sur ces deux scènes, sur cette scène, alors oui, c'est un petit peu compliqué de vous présenter des choses matérielles avec ces couleurs-là, mais vous avez le détail toujours sur la même scène. Au centre, vous avez un essai qui a été fait en 2015 par les ateliers Arcoa pour estimer la faisabilité d'une restauration, voir ce que pourrait apporter une restauration
compte tenu de l'état très dégradé des œuvres. Et il s'est avéré que ça pouvait quand même être intéressant et qu'on pouvait gagner en lisibilité. Puis sur les côtés, vous avez l'état vu de plus près, zoomé, du personnage du temps et de son pied. Alors on ne voit pas très bien, c'est pas très productif. Et vous avez les mêmes en lumière rasante, donc c'est une lumière qui permet de mettre en valeur les irrégularités structurelles, les reliefs, et donc qui permettent de voir l'état réel, les zones lacunaires, les incisions qui sont, elles, constitutives et intéressantes, et l'impact des très très nombreux repeints présents sur la peinture. Dans le même ordre d'idée, quelques motifs supplémentaires qu'on regarde là sous UV. Donc pareil, tout ce qui ressort en fluo vous donne une idée de l'impact et de la quantité de reprises faites dans les années 60, sachant que dans les années 60, c'est la dernière intervention et qu'il y en a eu de nombreuses entre la réalisation en 1544 et puis aujourd'hui. Encore de plus près, le pied droit du temps avec son petit pouce. Alors si j'ai pris tout le temps de zoomer comme ça, c'était pour vous montrer les matériaux, mais je crains malheureusement que vous ne voyez pas très très bien. Donc si vous regardez bien le petit pouce avec son petit ongle, vous regardez qu'en fait lui aussi il est très repris. Là vous avez 4 successions de matériaux. Vous avez ceux qui fluorescent en jaune qui sont de 1965, vinyliques. Ensuite vous avez cette chose laiteuse qui réfléchit les UV qui est de la cire. En dessous vous avez une teinte légèrement rosée qui trahit la présence d'huile. Et en dessous vous avez des choses un peu absorbantes foncées, sans fluorescence, qui elles correspondent à de la fresque. Donc on a encore de la fresque, heureusement, mais voilà, vous avez un assemblage de matériaux qu'il faut décrypter et discriminer. Là, vous avez juste un petit détail on a testé le retrait de cette vinylique et on a pu constater qu'on pouvait enlever la vinylique tout en gardant les repeints cireux. Ce qui est intéressant dans un procédé, dans une approche étape par étape où on ne sait pas ce qu'on veut garder, ce qu'on veut éliminer de façon définitive. On sait que les repeints vinyliques qui ont viré, qui sont très jaunes, qui sont orangés, on sait qu'on veut les enlever. Pour la suite, on ne sait pas. Donc on avance étape par étape. Et là, je vous montre le comparatif sous UV. Vous voyez qu'en fait, au bout du doigt de pied, il y a toujours la trace de cette matière vinylique fluorescente qui fluoresce grâce aux pigments qui sont dedans. Et en fait, c'est parce que quand les enduits sont nus, la matière a imprégné la porosité des enduits. Et même si on ne les voit plus en lumière normale, en lumière du jour, il y a des résidus de matière qui sont toujours présents. Un deuxième exemple sur la défaite sur l'île de Kos. Donc vous voyez la partie gauche de la scène avec ces éléments à fresque, ces motifs à fresque très repris de vinyle. Et vous voyez sur la partie droite l'élément qui était tout à l'heure un petit peu étrange, qui paraissait pas de la même facture. Et effectivement, c'est une reprise de Picot au 19e. Il a repris toute cette zone qui était complètement lacunaire et il n'y a plus de fresque à cet endroit-là. Donc dans les années 60, quand la restauration des années 60 élimine le travail de Picot, puisqu'on n'a pas parlé vraiment de ça, mais en fait, au 19e siècle, les fresques sont intégralement repeintes par Picot, avec les dessins préparatoires de Primatis, donc avec l'idée de refaire la composition, l'iconographie de Primatis, mais avec un style 19e et avec des matériaux 19e. Donc là, en l'occurrence, un mélange huile-cire, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était ce qu'il y avait de plus pérenne sur du monumental. Et donc, dans les années 60, sous Malraux, une restauration est décidée et on prend le parti de retirer ce travail, cette peinture de Picot, pour essayer de retrouver Primatis. Et malheureusement, après avoir retrouvé Primatis, on a dû pas mal réintégrer, et donc réintégrer avec cette peinture vinylique qui s'est très mal comportée. On voit ici sur la partie droite des coulures en sous UV, on voit une matière qui couvre et qui coule. En fait, il s'agit de cire. Alors je l'ai pas, voilà, c'est pas tout de suite. Là, on a fait un petit prélèvement quand même pour vérifier la structure. Donc ici, vous pouvez distinguer dans la couche inférieure et vraiment la couche à fresque. Alors vous n'avez que la partie supérieure de l'enduit de la fresque, puisqu'il est très pulvérulent, il n'est pas resté sur l'échantillon. Vous avez une partie de l'intonaco, donc cet enduit fin, et vous avez l'intonacino, qui est l'enduit très très fin de finition, dans lequel sont pris les pigments pour la fresque. Par-dessus, la couche brune avec des agrégats noirs, c'est le travail de Picot à l'huile cire. Et encore par-dessus, la dernière couche qui couvre l'ensemble, c'est le repeint vinylique de Binnenbaum, années 60. Donc, pour la couche de cire, on est bien face à de la, on est bien face à de la cire, parce que tout ce que je vous dis là, c'est parce qu'on a fait des analyses sur site, et c'est pas le fruit du hasard, c'est pas juste au doigt mouillé. On a également fait des analyses fonctionnelles avec une technique LIPS, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, sinon on ne pourra pas parler du reste.
Voilà, donc on sait quel matériau on a pu faire la synthèse de tout ça, on a pu distinguer l'ensemble des campagnes qu'on a retrouvées, on a pu mettre en évidence la présence de cire et la présence de vinyle sur les interventions les plus récentes. Et je passe rapidement aux essais de nettoyage, puisque très rapidement on a conclu que les repeints du XXe siècle n'étaient plus désirables, puisque plus viables, ne remplissant plus leur office. Et on a essayé de les enlever. Puis là, je vais vous faire défiler les essais qu'on a fait sur chacune des scènes, donc à gauche avant, à droite après. Et puis vous allez constater comme moi que l'effet n'est pas extrêmement satisfaisant, même s'il est réel, selon les scènes. Voilà, par endroits on se demande, mais malgré tout, la part de vinyle est importante. Sur celle-ci, c'est un petit peu plus flagrant. Et en revenant sur l'exemple du temps qui va être un peu le fil conducteur jusqu'au bout, vous voyez sur ce personnage que malgré le retrait des repeints vinyliques, on a toujours un chaos assez important, parce que ces repeints devaient cacher des difficultés de lecture et un nettoyage qui n'a pas été poussé davantage, probablement parce que déjà le travail qui avait été fait en éliminant le picot avait dû déjà être très 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 conséquent. Donc on a pris, excusez-moi, voilà, je vous lance ça et puis je vous fais les commentaires en même temps. Donc en gros, le principe de nettoyage, c'est qu'on retire ces repeints vinyliques au solvant, donc au bâtonnet de coton. Vous voyez que le bâtonnet de coton doit le rouler, parce que si on le frotte comme on ferait plus spontanément, on arrache la matière qui est extrêmement fragile. Ça va s'accélérer parce que c'est très long en réalité, il faut changer 70 fois de coton, enfin voilà, je vous laisse imaginer juste l'ampleur de la chose. Et ensuite, on vient buter sur des matériaux qui, eux, ne sont pas solubles, ou alors à grand renfort de solvants extrêmement forts, qui vont à ce moment-là gonfler toute la matière et la faire se cliver. Donc on s'est retrouvé face à une problématique de nettoyage pour laquelle on ne pouvait pas continuer à travailler en solvant. Il fallait opter ni en gel ni en compresse, il fallait opter pour quelque chose de plus mécanique. Et c'est ce que vous voyez là. On a eu recours au laser. Donc c'est tout de suite plus spectaculaire parce que cette technique nous a permis d'éliminer des consolidants d'huile cuite et de cire imprégnés au cours des siècles. Vraiment très complexes à éliminer et qui tout d'un coup deviennent traitables. Voilà, en fait, le laser va épidermer micron par micron et nous permettre de toucher cette matière qui sinon devrait gonfler dans l'épaisseur et impacter l'ensemble de la matière consolidée. Donc là, en fait, on garde dans les couches, dans la matrice de la matière picturale, on garde le consolidant. On s'en débarrasse en surface, mais on le garde à cœur. Et ensuite, comme c'est pas fini, ce serait trop facile, on est obligé de venir pelliculer, de retirer ce qui est pelliculé en surface, très délicatement au scalpel. L'appareil s'est accéléré, mais c'est une matière qu'on peut à peine toucher à ce stade-là et dont il faut faire tomber les éléments exogènes de façon délicate a posteriori. Et on peut le faire parce que le laser l'a sensibilisé et l'a décollé. Là, vous avez l'exemple. Alors, pareil, je suis désolée que l'image ne soit pas meilleure, mais vous avez le contraste avant-après. Donc, ça, vous pouvez constater qu'on franchit un pas assez important en ayant recours à cette technique. Et on va plus loin, vraisemblablement, que ce qu'a pu faire Bienenbaum dans les années 60. Et donc, on peut retrouver un état plus facile plus proche de la fresque et plus conforme à ce qu'a proposé probablement Primatis en son temps, mais aussi respectueux de ce qui a été fait après, puisqu'on vous allez voir qu'on a retrouvé aussi des éléments, des motifs XVIIe et XVIIIe siècle. Ici, je vous ai fait un petit zoom sur l'arrière de la selle du char, parce qu'en fait, on a découvert littéralement les 2 têtes de paon qui étaient complètement cachées et dont on connaissait l'existence grâce au dessin de Primatis. On sait, alors très rapidement, vinyle, voilà, sur les flèches, consolidant huileux sous les flèches, enduit de bouchage au plâtre, recouvert de ce consolidant huileux, donc vraisemblablement 19e, bouchage à l'huile, rouge ou gris, contenant du plâtre également, mais du coup antérieur à ceux au plâtre. Enfin, c'est juste pour vous faire l'inventaire rapide de tout ce qu'on retrouve en fait sur ces peintures. Et là, vous avez la composition de Héra, donc avec le char de tout à l'heure. Ça, c'est la composition de Picot, celle qui est réalisée au XIXe siècle, et celle qui va être éliminée en 1965. Vous voyez qu'il n'y a pas de pan, et il n'y a pas non plus de personnage au sol, parce que normalement, il y en a un qui mange la poussière à cet endroit-là, rien du tout.
Je fais très vite. Ça, c'est l'état de la peinture à l'époque avant qu'elle soit purgée, puisqu'elle a été purgée par Bienenbaum en 1965. Et ce sont des photos de Bienenbaum. Avant qu'il intervienne, vous voyez l'état de la couche picturale. Normalement, il y a aussi une intervention d'un restaurateur qui s'appelle Carbillet, dont parleront nos collègues de Monaco tout à l'heure, qui est un peu un lien technique. Ces interventions, là, on ne les voit pas, en tout cas pas d'après photo, mais elles sont vraisemblablement dans le décor. Et ça, c'est l'œuvre en cours de dégagement dans les années 60. On voit qu'il tombe sur des bouchages au plâtre, et donc on a tendance à attribuer les bouchages au plâtre à l'intervention de Picot, ce qui serait cohérent techniquement avec un travail du 19e. Vous voyez que toujours dans la partie où on a découvert des pans, il n'y a toujours rien puisque ça n'est pas dégagé. Et puis, donc je vous les remets là. Et en fait, ça, c'est l'œuvre de Bienenbaum, c'est son travail après nettoyage et réintégration, ce qu'il restitue, et on n'est pas vraiment sûr qu'il ait vu et ou compris qu'il y avait des pans derrière. Donc on a la confirmation, là encore, que le nettoyage qu'il a pu faire, lui, avec ses moyens de l'époque, n'est pas allé aussi loin que celui qu'on peut faire aujourd'hui avec les moyens dont on dispose. Très rapidement, on a fait des analyses à toutes les étapes. On a pu déterminer que cette zone-là était à fresque à l'outre-mer, que ce qui recouvrait et qu'on a éliminé au laser était à base d'huile cuite. Alors j'ai dû cliquer sur un truc. Excusez-moi. Oh zut, j'ai dû appuyer sur le... J'ai plus la main. Zut, c'est où? Ça doit être... Non, ça j'ai vu. Ouais, c'est là. Pardon, voilà. Non, il faut que je fasse ça, en fait, je suis bête. Pardon, excusez-moi. Les subtilités de l'informatique. Donc voilà, et en fait, on est allé trouver des jaunes de plomb éteints, donc qui ne peuvent pas être à fresque et qui ne peuvent pas non plus être du 19e, puisque le pigment est à l'époque désuet. On a retrouvé, évidemment, des verres de chrome en quantité considérable dans les verres, avec vraiment la terre verte en dessous à fresque, mais à l'état très lacunaire. Et on a pu faire une synthèse de tous ces éléments, et notamment le personnage que vous voyez en bas, avec un manteau, un vêtement bordeaux et cape jaune. Ceux-là sont tous réalisés à l'ocre et au blanc de plomb et à l'huile. Donc on peut supposer, enfin voilà, on ne peut pas, on les date pas du 19e, on les daterait plutôt, parce que le jaune du 19e aurait probablement été différent, on les date plutôt du 17 ou du 18e siècle. Le ciel de cette scène de Hector ramené sous les remparts, le ciel est exécuté à fresque au bleu de smalte comme à Chalice, puis repris à l'huile au bleu de smalte encore, le bleu en question a viré à ce moment-là, et ensuite il a été peint par Picot à l'outre-mer à l'huile cire, et il n'en reste que quelques fragments qu'on a pu analyser. Voilà, alors ici vous avez le résultat que je vous ai montré tout à l'heure de cette partie de la scène du temps. Nettoyé au laser, mais vous voyez que le résultat est quand même pas complètement abouti puisqu'il reste encore des enduits nus, lacunaires, extrêmement bruns, alors que c'est de la fresque, l'enduit devrait être plutôt blanc avec un mélange chaud-sable et des bouchages, des surépaisseurs. Donc on a fait tout un traitement mécanique alors ici juste petit encart, vous avez la réalisation, le test réalisé en 2015 sur la droite et le degré de nettoyage qu'on a obtenu sur la gauche, et vous voyez qu'en fait on va un petit peu plus loin, et donc on attend un résultat qui sera d'autant plus satisfaisant que ce qui avait été proposé en 2015. Les éléments qui restent à éliminer après le laser, là par exemple vous avez de la cire en surépaisseur qu'on peut cliver pour retrouver le motif initial réalisé à l'huile, puisque là on a un jaune de plomb éteint, ça n'est pas de la fresque. Donc on conserve bien les étapes postérieures à Primatis qui sont entrées dans l'histoire. Et puis là vous avez le visage du temps, et vous voyez que c'est très lacunaire et qu'il reste encore des zones lacunaires qu'il faut nettoyer mécaniquement. Donc là on fait tout un travail à la pointe de dentiste. Donc il faut imaginer une tête d'aiguille en fait, et mécaniquement on vient chercher tout ce qui continue de nuire à la lisibilité des matériaux. Bouchage, et on s'arrête. Et début de réintégration, hop là, voilà, hop, et hop, et hop. Voilà, juste pour vous montrer cette image, pour vous indiquer qu'en fait on se contente de mettre de la couleur sur les bouchages, qu'on conserve complètement les îlots de matière originale, et que avec ce travail-là, on essaye de faire reculer ce qui est gênant. Donc là, c'est le visage du temps qu'il faut deviner sur cette photo. Et on fait quelque chose d'extrêmement minimaliste,
qui reste dont il faut déterminer le degré final encore, mais qui est en cours de réalisation. Ouais. Désolée, c'était trop long, pardon. Donc précisément, en parlant du temps, vous êtes resté strictement celui qui vous était imparti, parfait. Donc j'en attends d'autres et l'intervenant suivant. Donc Sophie va commencer la présentation. Non, c'est moi qui va commencer. Ouais. Vous m'entendez sans micro? Je peux faire, voilà, je peux parler sans micro. Bonjour, j'ai le grand honneur de présenter de la part de toute l'équipe de Conservation-Restauration ces projets. C'est pour la première fois en fait qu'on communique en dehors de Monaco et dans un contexte justement de rencontre aujourd'hui. Et bien sûr, je suis ici grâce aussi à l'égide du Prince Albert II. Donc notre projet à Monaco, on peut dire oui, c'est un chantier véritablement hors norme pour plusieurs raisons, mais surtout parce que c'est un chantier qui se déroule encore dans une demeure d'un chef d'État. Ça veut dire que c'est un lieu encore actif. C'est au centre de la vie du prince et sa famille. On a les manifestations politiques et publiques, les événements familiaux. C'est ça aussi qui impacte souvent le choix qui sont pris aussi pour la présentation finale dans notre conservation-restauration, donc la réintégration picturale. Exceptionnel aussi et hors norme aussi parce que quand on parle de ce chantier, on parle de 600 mètres carrés de fresques qui ont été découvertes. Découverte, ça veut dire aussi qu'on parle de 600 mètres carrés de fresques qui sont soit dérestaurées, découvertes, mais en tout cas, c'est un chantier énorme qui sollicite une organisation exceptionnelle. Je voulais aussi retourner sur cette image magnifique où on a ce personnage du 16e qui transmet un message très fort. C'est un message sociopolitique et bien sûr, vu que c'est un lieu actif, ce message il est encore très important pour le souverain aujourd'hui et le principauté. Donc le fresque du 16e, le message de fresque du 16e, en fait c'est un message qui est aussi très, très valable aujourd'hui. Ici on a un petit plan pour vous démontrer où on retrouve aussi le chantier. Donc on part surtout de vieux quartiers, aujourd'hui surnommé justement la quartier Renaissance, parce que c'est le quartier surtout qui présente de la peinture qui a été retrouvée du XVIe siècle, présumé XVIe, parce qu'on est encore en train de donner les attributions, et on a un énorme projet aussi de recherche sur l'histoire et sur l'architecture qui est en cours. Donc voilà, c'est là où se déroule le plus tôt de projet. On va parler surtout de la galerie d'Hercule. Il faut savoir que la première découverte, ça a commencé en 2015. Ça veut dire cette découverte était justement dans la galerie d'Hercule et sur le voûte avec le magnifique grotesque de la Renaissance qu'on voit ici. C'était pas juste grâce à les observations et les analyses visuelles qu'on a retrouvé ces fresques, c'était bien sûr aussi grâce à une consultation de documents aux archives et une étude approfondie de caractéristiques physico-chimiques qui a eu lieu. La qualité et la quantité de ces grotesques qui ont été retrouvés dans la galerie était exceptionnelle, et c'est ça en fait qui a encouragé aussi une recherche pour la première fois à l'intérieur du palais. Et donc oui, on a découvert aussi le fresque à l'intérieur du palais, et il y a eu une véritable, pour la première fois, prise de conscience de la part du palais
et une métamorphose du projet qui a au début commencé justement comme un projet de simplement de retouche. Ça a devenu un projet vers un contexte véritablement scientifique. Je voulais vous montrer la qualité aussi exceptionnelle de fresques qui était retrouvée. C'était probablement la découverte la plus exceptionnelle. C'était en 2019 dans l'alcôve de l'ancienne chambre de marbre. Et ici, on voit justement l'image. On a fait un petit trou. C'était grâce justement à une étude architecturale qui a eu lieu, on a retrouvé le fresque, son plafond en dessous le plafond actuel. Et là, on a un petit trou où on peut apercevoir justement la fresque qui était retrouvée. Et à droite, on voit bien la qualité de fresque magnifique, une fraîcheur. C'était une partie de plus ou moins 20 mètres carrés. Cette partie, heureusement pour nous, n'était jamais recouverte par notre peinture. Et donc, elle était, aujourd'hui, on sait qu'elle était recouverte 100 ans après justement sa conception. Et ça veut dire qu'on a une véritable exemple de fresque comme il était au XVIe, avec les ombres portées encore visibles, les lumières, toutes les finitions à séco qui sont très bien visibles. Ce n'est pas le cas sur toutes les fresques qui étaient découvertes. Voilà un autre exemple, juste pour vous montrer la qualité et la touche de l'artiste de 1500, autour de 1540, on pense, voilà, qui sont venus sur ces endroits. Bien sûr, notre projet, vu que c'est un projet qui dure déjà depuis 2015, on a eu une évolution naturelle que ça s'est fait, qu'en fait on a véritablement on est devenu un véritable projet scientifique aussi, où on fait plusieurs projets de recherche appliquée pour essayer de retrouver le produit, les méthodes, les techniques le plus éco-responsables possible. Ça aussi, c'est un souhait de notre souverain, vraiment d'essayer de retourner, d'utiliser les techniques plutôt traditionnelles, mais aujourd'hui avec toutes les avancées technologiques qu'on a. Et donc justement, nous aussi, on utilise le laser. Pour nous, c'est véritablement un outil magnifique dans le sens que, vu qu'on a énormément de dégagement à faire, on arrive à une couche où il faudrait nettoyer plus en utilisant le kéléton ou le solvant. Et vu qu'on arrive à enlever justement cette dernière itération avec le laser, on peut justement, je ne dis pas éliminer complètement, mais limiter l'utilisation de tous ces produits qui sont assez néfastes, surtout pour l'enduit de la fresque. On a aussi lancé un projet très intéressant sur la fabrication des aquarelles éco-responsables pour la retouche sur le minéral, donc une retouche qui est spécifique pour un substrat minéral. Et on est très fiers d'annoncer qu'on justement on va montrer tous ces recherches et résultats au prochain rassemblement de ICOM-CC à Valencia cette année. Et donc pour nous, et on espère aussi pour tous les métiers de conservation-restauration, on aura finalement une palette d'orientation picturale qui va vraiment être utile pour la conservation et la réintégration de fresques. Voilà, après je vous laisse à Sophie de mieux expliquer l'iconograpie de fresques XVIe. Alors, comme vient de le dire Julia, nous avons mis l'accent aujourd'hui sur la galerie d'Hercule. Vous avez vu la quantité d'autres décors qu'il y a, mais vu le temps imparti, on a choisi un axe de présentation. Donc, vous avez sous les yeux l'état de cette fameuse galerie.
vous avez l'état de cette fameuse galerie dont la restauration est actuellement achevée. Cette galerie a été construite dans la seconde moitié du XVIe siècle. Au départ, le palais actuel était un château fortifié et à partir du début du XVIe siècle, on assiste à des transformations qui conduisent à une demeure palatiale tout à fait à l'égal de ce qu'on peut trouver à la même période en Italie et particulièrement les palais génois, puisque dans l'histoire monégasque, on doit souligner les rapprochements politiques et historiques de Monaco avec cette ville. Julia a dit que nous étions encore dans les problèmes d'attribution et de datation du décor, mais ce qu'il y a de certain, c'est que c'est bien un atelier génois qui est venu travailler à Monaco. Donc, la restauration des voûtins qui comportaient des motifs assez fantastiques de grotesques, et ensuite, nous avons dans les lunettes de la galerie différentes scènes consacrées aux travaux d'Hercule et à ses exploits. C'est un thème, Hercule, qui est évidemment extrêmement représenté à l'époque, un héros mythologique auquel les commanditaires s'associent, à la fois pour la force physique, mais également pour la force morale. Ils devaient assimiler tout cela à leur qualité de dirigeants. Le décor s'inscrit dans le courant du maniérisme et en particulier du maniérisme qui voit le jour à Gênes, à la suite de l'artiste Perino del Vaga qui arrive de Rome, se créent dans la ville génoise différents ateliers, avec également des peintres lombards, et ce creuset va donner lieu au décor de nombreux palais dans la ville de Gênes et aux environs. Voilà, donc vous avez sous les yeux une des scènes avec le taureau de Minos, où on voit très bien ces caractères exacerbés d'une musculature puissante, de position de contrapposto, et également ces gammes de coloris qu'on va retrouver à l'intérieur du palais à différents endroits. Malheureusement, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le palais a considérablement souffert. Donc, la famille princière a été chassée en 1793 et le palais a été transformé en hôpital militaire, puis en dépôt de mendicité. Donc, pendant plus d'une vingtaine d'années, il y a eu énormément de dégradations. Les pièces ont été recoupées. Et évidemment, l'entretien courant n'a plus été fait. Et vous voyez dans quel état, en 1856, se trouvent les fresques Renaissance de la galerie d'Hercule. Donc les princes ont beaucoup à faire quand ils reviennent de leur exil en 1814. Leur palais a été pillé, leurs biens également, donc ils ont peu de moyens, mais ont immédiatement à cœur la valorisation de ces décors. Ils ont la conscience de l'importance de ces peintures Renaissance et ils commencent petit à petit à lancer des campagnes de relevés, ce qui était tout à fait dans la tendance de l'époque, et ils prennent pour cela un jeune peintre monégasque qu'ils vont faire former à Rome et qui sera chargé de relever tous les décors du palais. Dans le cadre de ce travail, nous avons la chance d'être aidés par la richesse des archives princières, car nous avons des fonds qui n'existent pas évidemment dans d'autres lieux, et en particulier nous avons les rapports des architectes et les rapports des commandants du palais qui se font 2 fois par mois et qui nous donnent l'état d'avancée des travaux, des achats, des paiements des artistes, etc. Alors, paiement des artistes, comme à beaucoup d'autres endroits, au jour le jour, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais précisément sur quelle partie du décor le peintre travaille. Mais en croisant les sources, ça nous donne toute une série d'informations précieuses qui va nous permettre de mieux suivre ce qui a pu se passer au XIXe siècle. Donc, la famille Grimaldi, le prince Charles III, fait venir dans un premier temps un artiste parisien du nom de Gilbert Murat, qui en fait est célèbre car il est intervenu à Fontainebleau
Et justement, on sent très bien dans les correspondances adressées au prince qu'il fait valoir son travail à Fontainebleau, ce qui à l'époque était considéré comme une carte de visite au même titre qu'un Grand Prix de Rome ou un Grand Prix artistique. Donc ce Gilbert Murat descend sur Monaco en 1863. Malheureusement, le travail est très lent, le personnage tombe malade et petit à petit, le prince demande au peintre de retourner à Paris. Donc en réalité, il ne travaille que sur 5 lunettes et à la fin de sa vie, il a des problèmes neurologiques qui font qu'il abîme la restauration des peintures. Et il est donc dit dans les textes qu'il faudra que le nouveau peintre qui se présente reprenne ce travail du 19e. Donc très peu de temps après, arrive à Monaco le fameux peintre dont Émilie nous a parlé tout à l'heure, à savoir Jean-Baptiste Prudent-Carbillier, qu'on appelle Prudent-Carbillier pour simplifier. Donc c'est un peintre de la seconde moitié du 19e qui connaît le peintre Murat, et sachant que ce dernier est malade, Carbillier présente directement sa candidature au prince en disant « Je sais que vous cherchez quelqu'un pour reprendre la galerie d'Hercule ». Il envoie ses recommandations et est employé. Donc c'est un peintre qui est méconnu. Donc on a eu tendance par rapport, Émilie nous a très bien expliqué les superpositions en quelque sorte de couches qu'on pouvait avoir sur les différentes restaurations. Nous allons voir que nous avons exactement le même problème à Monaco, ce qui a conduit à la conclusion que Carbillier était un peintre assez modeste. En réalité, il a vécu très âgé, beaucoup d'œuvres ont été conservées. Vous avez sous les yeux ce très beau tableau de Marie-Madeleine Pénitente qui nous laisse quand même mesurer les qualités de cet artiste. Donc le prince Charles III est extrêmement frileux à l'idée de faire venir Carbillier parce qu'il a pris vraiment très mal le fait que Murat soit reparti malade et fait traîner son chantier. Donc il ne donne qu'un petit travail annexe à Carbillier avant de lui confier la restauration de la galerie d'Hercule. Donc là, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle la chambre d'Orque, et vous voyez sur le côté les travaux préparatoires auxquels se livrera Carbillier. Ensuite, Carbillier remonte sur Paris. Il dit au prince qu'il ne peut pas s'engager sur la galerie présentement, car il est appelé à Fontainebleau pour faire un premier travail dans la salle de bal. Donc il était intéressant pour nous aujourd'hui de présenter ce Carbillier, qui n'est pas un peintre extrêmement connu, mais qui fait un lien entre nos deux chantiers, puisqu'il a travaillé de manière alternative à Fontainebleau et à Monaco. Pour Fontainebleau, c'est un peu la même chose. On a un document de paiement. On sait qu'il travaille sur 20 tableaux dans la salle de bal. On sait combien il est payé, mais on ne sait pas précisément à quel endroit il intervient. Donc une fois que ce travail de Fontainebleau est terminé, il retourne à Monaco où il s'engage dans la restauration de cette galerie d'Hercule. Alors je vous ai parlé de la richesse des sources que nous donnent les documents des archives princières. Nous avons eu la chance de retrouver 17 travaux préparatoires pour cette galerie d'Hercule. Alors, comme l'a dit Émilie, les peintres du 19e cherchent au maximum à se raccorder à ce qu'il reste du décor Renaissance. Ils ne cherchent pas à créer quelque chose de nouveau. Et on en a la preuve. Je vous ai mis un exemple de ces dessins préparatoires. Voilà. Donc Carbillier travaille sur des tas de sortes de supports, du plus simple au plus sophistiqué. Vous avez à gauche une esquisse. Et vous voyez apparaître des traits bleus à l'arrière. C'est une serviette de table. Il travaille sur des mouchoirs, sur des bouts de toile qu'il récupère. Il travaille également à la sanguine, à la mine de plomb, à la détrempe. On a toute une série de ces documents précieux. Quand il démarre son chantier,
il est écrit dans les correspondances qu'il souhaite absolument recevoir à Paris l'ensemble des relevés de ce qu'il y a dans la galerie d'Hercule, ce qu'il reste. Il dit qu'il veut travailler en atelier, préparer ses dessins en amont. Donc le jeune Philibert Florence, le peintre monégasque, relève à grandeur nature ces documents qu'il fait transmettre à Carbier à Paris, et nous avons la chance d'avoir gardé certains de ces calques. Plus récemment, dans les réserves du Palais, nous avons retrouvé en 2019 ces maquettes, ces projets qu'ont présentés aux commanditaires à la fin du travail de préparation pour savoir si le commanditaire validait ou non le travail. Donc on voit bien que par rapport au calque relevé par Philibert Florence, on a une grande proximité avec le décor Renaissance, excepté pour quelques scènes qui étaient trop dégradées. Donc cette pratique était courante puisque Jean Hallot, quand il travaillera à la salle de bal de Fontainebleau, a également proposé des maquettes de ce type. Donc c'est très intéressant de voir que cette façon de travailler au XIXe se trouve dans plusieurs endroits. Nous avons ensuite relevé à travers les restaurations, l'équipe a pu relever très souvent le monogramme de Carbillier. Vous voyez, P pour Prudent, C Carbillier. Donc l'artiste avait une propension à vouloir marquer très précisément les endroits sur lesquels il avait travaillé, à les dater, et on peut voir que certaines de ces signatures, l'enduit étant extrêmement dur, il rajoute une petite plaque d'enduit plus fraîche pour appliquer sa signature. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi dans la démarche. Dès que Carbillier a terminé la galerie d'Hercule, 3 semaines après, il est de retour à Fontainebleau, où il va travailler sur la porte dorée. Donc là, c'est la même chose. Nous savons qu'il travaille du mois d'août au mois de novembre. Nous savons combien il gagne, mais nous ne savons pas précisément ce qu'il effectue dans ce contexte-là. Fallait retrouver la couche qui était peinte par Carbillier. Donc, on était obligé d'utiliser un certain nombre de moyens pour essayer de retrouver la couche de Carbillier, pour essayer justement de retrouver l'histoire matérielle de l'œuvre, et pas que, aussi de comprendre mieux l'état de conservation de peinture. C'est là qu'on a fait en utilisant plusieurs techniques, mais on s'est appuyé aussi sur le sondage, les analyses, le prélèvement et bien sûr l'imagerie multispectrale. On a commencé, avant de passer sur le multispectral, on a commencé avec des analyses stylistiques où on a retrouvé justement les images dans les archives qui datent d'environ 1960. Ici, on voit bien que c'était juste après une restauration qui a eu lieu par l'atelier Manusset en 1955. On voit bien qu'il n'y a pas énormément de changements par rapport à l'anatomie, par rapport au dessin, la composition. Et donc, voilà, ça c'était grâce... donc là, on a pu justement voir que les analyses stylistiques montraient qu'il y avait encore à cette époque beaucoup de peintures présumées Carbillier présentes sur les lunettes. Après, on est passé... donc, les lunettes que vous voyez en haut, ça c'était l'état avant notre intervention. Donc, on voit bien les différences... comment je passe on voit bien les différences entre la lunette 1960 et la lunette 2019. Elle a énormément changé et on pense que ces changements, justement, ça a eu lieu après une autre restauration dans les années 1964 par justement les restaurateurs italiens Pelliccioli et Lorenzetti.
qui sont intervenus sur la galerie entière. Voilà. Pour essayer de retrouver justement le peu de Carvilliers qui est resté, on a mis en place aussi une campagne d'imagerie multispectrale. Là, ici, vous voyez bien les UV. Par contre, vu que la peinture de Carvilliers et toute la restauration postérieure ont tellement fusionné, c'était très difficile au niveau du multispectral d'essayer, avec le UV en tout cas, d'essayer de retrouver les différentes couches. On a quand même retrouvé la couche du 16e, qui on voit, contrairement justement à l'image d'Émilie, ici, ce qui fluoresce, c'est carrément la chaux, donc c'est les tonacos qui fluorescent, et donc c'est véritablement la couche d'origine en fait, la couche du 16e qui fluoresce, qui est très forte en chaux. Voilà, on a utilisé aussi une image composite, donc c'était l'image infrarouge fausse couleur, où on essaye justement d'utiliser le niveau de rouge et vert pour retrouver les différentes couches de peinture. On voit clairement qu'il y a des zones qui sont plutôt roses, les autres plutôt verts, qui démontrent les différentes interventions de peinture et les différents types de pigments qui sont utilisés. Sur l'infrarouge en hauteur, on détecte, c'est dommage parce que je n'ai pas de mon pointeur, bon j'ai essayé avec mon pointeur mais en fait ça ne marche pas sur l'écran, mais on détecte juste en dessous la jambe, on détecte une petite ligne en fait, et celle-là ça démontre en fait c'est le périphérie de notre fragment qui est inséré. Et donc, on a pu voir justement qu'il y avait une intervention aussi au niveau des enduits. Donc, il n'y avait pas juste une intervention de repeint, il y avait carrément un enduit, une autre comblement qui était mis en place dans la partie basse de la lunette. Donc ici, on zoome un peu pour vous montrer justement tous ces éléments rouges qui fluorescent très rouges, qui étaient peintes par-dessus en fait cette couche en dessous, qui on présume peut-être d'être de Carvilliers, et le rouge qui était vraiment défini et repeint après coup. Voilà, donc l'imagerie multispectrale, ça nous aide aussi pour mieux situer le prélèvement à prendre. Et pas que, bon, c'est une intervention tout à fait pas invasive, donc ça nous aide d'avoir un premier aperçu sur l'œuvre. L'imagerie multispectrale, on a après couplé justement avec le prélèvement qui a été pris sur la fresque d'origine. Ici, on a prélevé les deux couches de fresque. Bon, en fait, c'est deux couches qu'on a retrouvées. On a vu qu'ils ont travaillé avec une peinture à Bonfresco en rouge. Et après coup, ils ont mis par-dessus une autre couche très forte en liante minérale, à mezzo fresco. Et on voit bien que cette couche est très riche. Bon, la couleur, le pigment qui est utilisé, c'était le terre verte. Encore une fois, comme vous, qui montre que c'était véritablement une intervention de la Renaissance, parce que c'était un pigment très utilisé à la Renaissance. Alors, un deuxième prélèvement était pris juste à côté de la fameuse signature de Carvilliers. Donc, on a essayé justement d'enlever cette couche très rouge pour essayer de retrouver la peinture présumée de Carvilliers en dessous. On l'a prélevé et là, on a justement trouvé le bleu outre-mer synthétique, un pigment qui était industrialisé à partir des années 1830 et donc un pigment probablement présumé utilisé par Carvilliers. Il faut imaginer qu'on a fait toutes ces interventions multispectrales et toutes ces analyses sur 13 lunettes, donc on a eu énormément d'informations. Et après coup, on a justement fait un croisement avec toutes les informations qu'on a eues, avec les informations qu'on a eues des archives. Donc c'était une chance pour nous parce que dans les archives était conservée la liste du matériel laissé par Murat à son départ quand il est malade.
Et on peut donc voir la richesse des couleurs employées. Et seconde aide pour l'équipe de restauration, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire les listes de commandes faites par Carbillier, à la fois sur les couleurs et différents matériaux, qu'il achète à Paris et qu'il fait envoyer de Paris, de la maison Poignant, qui est une maison réputée à l'époque. Il fait envoyer ces couleurs à Monaco. Donc, grâce à ces éléments, l'équipe de restauration a pu dresser des tableaux comparatifs des différents états. Alors, ces tableaux, on a établi pas que pour la peinture de Carbillier, c'était bien sûr aussi pour le 16e. Et on a bien retrouvé quelques pigments qui étaient utilisés, qui étaient commandés par Carbillier et qui étaient utilisés aussi au 16e. Donc, c'était très important pour nous d'avoir cette vision pour essayer d'établir le palette 16e et la palette aussi de Carbillier qui était utilisée. Il faut dire une chose, nous, on n'a jamais trouvé, dans toutes nos analyses, on n'a pas trouvé de traces de gluten, donc la cire. Et ce que nous démontre, encore une fois, parce que c'est vrai que dans le document qui était montré avant, il y avait carrément sur la liste une flacon de gluten, une flacon de la cire, mais on n'a jamais trouvé ces résidus. En fait, on a trouvé plutôt une peinture au gypse, donc très forte en minéral. Ce qui démontre que peut-être il n'y a pas énormément qui reste justement de notre Carbillier. Par contre, une chose qu'on peut dire, c'est que la composition, en tout cas, c'est sûr et certain que c'était basé sur ces dessins préparatoires et que c'était à lui. Voilà. En conclusion, on peut juste remarquer que malgré le très mauvais état de conservation que vous avez pu constater au départ, le prince Charles III tient absolument à conserver ces décors de la Galerie d'Hercule, consacrés aux héros fondateurs de Monaco. Il y attache beaucoup d'importance et contrairement à d'autres endroits du palais où il va faire réaliser de nouveaux décors, on voit bien qu'il cherche à mettre toute son énergie à conserver ces décors Renaissance qui ont toujours une grande signification actuellement pour la dynastie princière. Merci à toutes les quatre. Nous sommes presque dans les temps, donc nous allons pouvoir rattraper les choses assez facilement. Donc évidemment, ce qui vous a été présenté là, j'imagine pour Fontainebleau, mais également pour Monaco, n'est qu'une toute petite partie en réalité d'un chantier qui est considérable en dimension. Je me permets juste de le préciser parce que le temps que nous avions ne nous permettait que de montrer ce travail sur la galerie d'Hercule. On a vu naturellement donc les similitudes entre Monaco et Fontainebleau, y compris dans les programmes iconographiques, autour évidemment du voyage d'Ulysse, même si à Fontainebleau il n'en reste plus grand-chose, autour évidemment de toute la mythologie d'Hercule, tout cela a été dit. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par une ou deux questions, et puis peut-être d'avoir un système de questions-réponses avec la salle, si vous le souhaitez, sachant que nous avons plein de sujets de débat qui pourraient nous occuper, mais comme nous avons déjà commencé un tout petit peu débordé, on va essayer de faire comme ça. Donc, je voudrais poser une question donc, à Patrick Ponceau, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, et qui, évidemment, c'est une des différences par rapport à Monaco, où le système de maîtrise d'œuvre, ça a été rappelé, la caractéristique un peu particulière de l'organisation à la fois de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre à Monaco, alors qu'évidemment on est ici dans une propriété de l'État avec un système qui est, disons, institutionnel de maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des monuments historiques et qui a précisément cette responsabilité dans l'établissement du projet d'avoir une réflexion théorique générale sur la question complexe qui est celle de
qu'est-ce que l'on garde, jusqu'où on va, bien sûr, avec, et c'était un peu l'objet de notre réunion de ce matin, voir comment les apports réciproques entre conservateurs, restaurateurs, historiens de l'art pouvaient se nourrir entre eux. Donc la question que je pose à Patrick, c'est comment, dans un chantier comme Fontainebleau, par rapport à cette complexité des strates successives, il a pu, au travers de débats, j'imagine, permanents, de la réunion d'un comité scientifique, se définir progressivement une stratégie d'intervention. Donc si tu peux nous en dire quelques mots. Merci. Alors, le travail de l'architecte s'apparente à celui d'un chef d'orchestre. C'est-à-dire que l'œuvre sur laquelle on travaille, c'est comme une partition, même si elle est en mauvais état. Et ensuite, moi, je ne fais rien, je fais faire. Donc, on a énormément de gens qui interviennent, les restaurateurs, enfin, toutes ces choses qu'on nous a présentées. Le contexte est extrêmement encadré. C'est-à-dire que, conformément à ce qu'on voit dans la Charte de Venise et qui est institutionnalisé dans des conventions internationales, les décisions ne relèvent absolument pas ni de la maîtrise d'œuvre, ni des restaurateurs. C'est-à-dire qu'on doit faire des propositions et il y a un encadrement. Alors, il y a un encadrement institutionnel qui est celui du service des monuments historiques avec une inspection générale. Donc, on ne fait rien sans que ça soit d'abord présenté puis validé. Et ensuite, pour travailler sur Primatis, vous imaginez bien, il n'y a que 2 fresques en France d'un peintre qui est un immense peintre, sur lequel il y a eu énormément d'expositions, y compris au Louvre. L'idée même qu'on laisse quelqu'un regarder les fresques, surtout des gens comme nous qui travaillons, enfin des manuels, c'est quelque chose qui terrifie tout le monde. Et donc on a été encadré par un comité scientifique international qui rajoute encore quelque chose sur ce contrôle, mais que l'on ne prend absolument pas comme une contrainte, mais comme au contraire quelque chose qui nous oblige à être extrêmement clair et précis dans tout ce que l'on propose. La question qui se pose toujours, enfin, on a l'impression que c'est dans quel état va-t-on restaurer, enfin, quel est l'état de référence et toutes ces choses-là. C'est une manière de réfléchir et de penser qui est une manière qui, pour nous, n'a aucun intérêt. Pour une raison que le grand historien de la restauration, César Brandi, a défini dans sa théorie de la restauration de 1962, il a montré, puisque c'est un philosophe, que tout simplement, ce à quoi on accède, ça n'est pas l'œuvre d'art, ça n'est pas une idée, mais c'est la matière. Et notre travail, c'est de travailler sur la matière. Et ce qu'on voit sur une chose extrêmement complexe, ce que nous a montré Émilie, là, comme le vestibule de la Porte Dorée, c'est que, à la différence de ce qu'on a cru pendant très longtemps, où on a l'impression qu'on vient intervenir après une précédente restauration, c'est-à-dire qu'on vient essayer de restaurer quelque chose qui l'a déjà été, et on rêverait tous de l'âge d'or de la peinture initiale. Mais en fait, ça n'existe pas. Et ce que l'on voit, nous, et on le voit très très bien sur le vestibule de la Porte Dorée, parce qu'on a énormément de documentation et on a la chance de pouvoir travailler, d'avoir du temps, parce que nous, notre chantier, les surfaces sont très peu importantes, c'est que depuis l'origine, pratiquement au lendemain de l'intervention, il y a eu des restaurations. C'est-à-dire que tous les 40 ans, il y a des gens qui ont essayé sur ces choses qui étaient extrêmement célèbres, et en plus c'est la porte d'entrée du château, donc on imagine bien que les souverains n'avaient pas envie d'avoir des trucs qui leur tombent sur la tête, et donc très souvent les gens sont intervenus. Et donc ce qu'on essaye de comprendre, c'est en fonction de l'état de conservation qui est calamiteux, qui est celui que vous avez vu avec les photographies, c'est qu'est-ce qui nous reste, bien sûr, de la peinture originale, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années ? Quelle est cette richesse ? Et donc, le travail que nous faisons, c'est un travail de nettoyage d'abord, et effectivement de supprimer, non pas des choses qui ne nous plaisent pas pour des raisons esthétiques, mais des choses qui ne sont pas en cohérence d'un point de vue déjà technique avec la conservation de l'œuvre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la conservation. Alors après, bien évidemment, il y a la technique les questions esthétiques qui interviennent, puisqu'on a énormément de choses qui sont devenues brunes et qui gênent la lisibilité. Mais avec ce travail extrêmement méticuleux qui se fait, donc je vous dis, nous, on travaille évidemment, Émilie au jour le jour, nous, on vient avec Oriane, la conservatrice du château, parce qu'on regarde ça évidemment avec énormément de soin, mais on découvre progressivement des choses, et pour nous,
Alors évidemment, vous avez vu des choses qui paraissent, on a l'impression que la peinture est perdue, mais pour nous c'est extrêmement émouvant parce qu'on retrouve de la fresque du XVIe siècle. Merci Patrick, mais si j'ai bien compris, à Fontainebleau, il y avait une part du travail qui avait été fait par vos prédécesseurs, qui avait consisté à dérestaurer d'une façon assez significative des parties non négligeables. Donc évidemment, vous n'aviez plus d'état d'âme par rapport à quelque chose qui était de toute façon irréversible, puisqu'il avait été fait, si j'ai bien compris, dans les années 60, lors des campagnes de restauration des années 60. Ça a été beaucoup moins le cas à Monaco, où effectivement les interventions postérieures, y compris toutes récentes, dont certaines, il faut quand même le dire, étaient d'une particulière médiocrité. Donc il y a quand même aussi cette question-là. On n'a pas que des interventions de très grande qualité. Donc je me tourne vers les nos deux collègues de Monaco. Comment est-ce que cette question, justement, de la conservation partielle, totale, y compris de la présentation parfois, puisque nous avons, je pourrais répondre, mais je préfère que ça soit évidemment vous qui le disiez, avons été jusqu'à juxtaposer dans certains cas, pour des raisons quasi pédagogiques, des peintures de très grande qualité, voire certaines moins bonnes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Julia et Sophie? Oui. Je pense qu'on a eu la chance aussi parce que la fresque était en très bon état de conservation. Et donc, quand on a commencé les études, quand on a commencé justement avec le sondage, on a vite vu que déjà la couche qui était mise par-dessus était facile à enlever. Donc, et on a vu la qualité de la fresque qu'il y a derrière. Bien sûr, voilà, c'était, je pense comme vous aussi, le restauration qui était fait postérieur sur la fresque était dans un état pitoyable, on peut dire, et d'une qualité mineure. Et donc, une fois qu'on a véritablement vu la qualité de la touche, de la facture de la fresque qu'il y a derrière, on a bien mis tout ça voilà, sur un tableau en disant que vraiment la valeur de la fresque est probablement plus importante pour le palais. Voilà, justement pour le message politique, le contexte politique actuel et le contexte politique d'avant. C'est vrai, lorsque les sondages, les analyses avaient montré qu'il existait derrière Oui. les couches visibles, effectivement, une matérialité de la fresque 16e Oui. en état de conservation suffisant, mais dans certains cas, il n'y avait plus rien. Les sondages montraient que derrière, il n'y avait plus rien. Oui, et donc pour... C'est là que se sont posées, avec le également, des questions. Bien sûr, donc... Bon, on a essayé quand même sur le saison. Pour la plupart, on a décidé de conserver quand même, de faire coexister en fait ces deux états de conservation. C'est pas toujours facile parce qu'il faut que justement les messages, vu le contexte de la galerie, le fait qu'il est dans un lieu qui est très photographié, qui est très public, la valeur esthétique de l'œuvre est très importante. Pour le palais, un palais actif, un palais, c'est pas juste un musée dans le sens que c'est vraiment un lieu politique. On a essayé à la fois de trouver aussi les solutions, mais les solutions qui pourraient être amovibles, dans un sens que si on voulait voir justement le 19e, on pourrait. Mais le 19e, comme j'avais évoqué, en fait, il n'y avait pas beaucoup de 19e réellement qui restait. C'était un mélange de retouches et de restauration. Donc, mais c'est vrai, c'est une décision très difficile parce qu'on ne veut jamais non plus mettre en concurrence une restauration et l'œuvre d'origine. Voilà. Alors, c'est vrai, mais
pour être extrêmement bref, et puis avant peut-être d'engager une discussion, si vous le souhaitez, avec la salle, il y a eu des choix de la part du comité scientifique, et avec, je le salue, Christian Gauthier, qui est le représentant du maître d'ouvrage, parce que, encore une fois, on n'est pas du tout dans l'opération de Monaco dans un cadre classique d'une maîtrise d'ouvrage publique avec un système de mise en concurrence, d'appel d'offres, de qualification. C'est vraiment une sorte de pratique à l'ancienne, si je puis dire, quasi princière, où il y a le prince qui décide en dehors d'une réglementation. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, j'ai envie de détruire, je peux détruire, évidemment ce qui n'existe pas dans le cadre réglementaire français. Donc d'où l'importance évidemment de la maîtrise d'ouvrage, enfin de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais qui en réalité est une véritable maîtrise d'ouvrage encadrée, comme je le disais, par un comité scientifique. Mais dans certaines lunettes, nous avons, c'est pour ça que je parlais un petit peu de l'ensemble, collégialement, fait le choix de juxtaposer dans la même lunette des états sensiblement différents historiques, qui évidemment pour nous peuvent être un petit peu choquants, parce qu'évidemment, quand on a l'habitude, on voit très fortement les différences, qui souvent par le grand public qui visite maintenant, puisque c'est à nouveau ouvert au public, la galerie ne le voit pas. Donc c'était pour rappeler qu'il y a eu, comme tu l'évoquais, y compris dans des zones dont les qualités picturales n'étaient pas extraordinaires, une conservation, en dehors évidemment de tout le travail de documentation photographique, les multiples relevés. Il y a un photographe attitré qui suit de façon très précise au jour le jour, qui est d'ailleurs présent et qui nous photographie en ce moment même. Donc, ceci étant dit, il nous reste peut-être quelques minutes. Enfin, moi j'ai tout mon temps, mais je ne sais pas si nous avons des obligations pour libérer la salle, s'il y a des questions qui peuvent rebondir sur des sujets que nous avons évoqués de la part des personnes qui sont dans la assise. Judith, j'imaginais que Judith allait avoir une question. Alors, pour les voûtins, c'était assez simple. Je me permets de répondre pour les voûtins, vous parlerez de la partie complexe. Pour les voûtins, quand je dis c'est simple, ça a été très compliqué, mais disons que philosophiquement, ça n'était pas extrêmement compliqué, parce que la proportion de peinture à fresque Renaissance présente était... je ne dis pas en totalité, mais il y avait une proportion vraiment très importante. Et il y avait eu des repeints qui avaient été faits a posteriori de qualité relativement médiocre, mais qui ont été entièrement supprimés et dégagés pour revenir au grotesque et à l'ensemble, oui, ce que vous voyez, des décors. Là où c'était beaucoup plus compliqué, c'était vraiment sur les lunettes, où il y avait eu ces interventions d'artistes successifs. Certes, Carbillet a été, chaque fois que cela a été possible, conservé, mais malgré tout, une grande partie de ce que l'on voit aujourd'hui, alors je n'ai pas en tête la proportion, est un retour à la fresque Renaissance, et y compris avec, parce qu'en gros, il y a trois zones dans les lunettes. Il y a là où il a été possible de revenir à l'état, entre guillemets, originel, enfin, avec toutes les précautions d'usage que cela nécessite. Là où il y avait des interventions suffisamment qualitatives et en état de conservation acceptable, des interventions 19e et notamment de Carbillet qui ont été conservées. Et puis enfin, certaines zones où il ne restait plus rien et où, mais ça sera l'objet d'un autre colloque, des solutions plus, disons, innovantes ont été, parce qu'il n'y avait plus rien, l'enduit avait été piqué, parce qu'il y avait eu un passage de canalisation ou je ne sais quoi, et il y avait un certain nombre d'endroits où il n'y avait plus rien du 16e, c'est ça? Il n'y avait c'est plus ça rien. qu'il faut dire. Il y avait... Plus rien du 16e et dessus des éléments qui ne pouvaient pas en l'état être conservés, sachant, et cela a été dit, mais j'insiste là-dessus encore une fois, c'est que le contexte très particulier d'usage du palais
La galerie est occupée par le prince tous les matins quand il sort de son appartement qui est à l'angle. Donc lui, ce qu'il veut globalement, c'est avoir, je ne le dis pas du tout d'une façon péjorative, mais c'est avoir un ensemble qui soit très propre, fini, qui ne peut pas être dans un état de non-finition comme on pourrait parfaitement l'accepter et comme on le fait régulièrement dans une chapelle où on va faire un traitement de lacune un peu illusionniste. Là, il n'en est pas question. Donc cela a obligé, mais évidemment dans le respect de toutes les règles et recommandations dont Patrick Ponceau nous rappelait, donc de lisibilité, de réversibilité, enfin tout ce que vous connaissez. Donc là où il n'y avait strictement plus rien, c'était quand même, ça représentait quand même une partie non négligeable de la surface de ces lunettes. Et donc aujourd'hui, l'ensemble, c'est pour ça qu'il y a cette photo qui montre globalement, évidemment, tout ce dont on parle se situe au-dessus de la corniche, puisque toute la partie inférieure, à l'exception des trophées qui ont été conservés, parce que c'était à peu près la seule partie, et qui sont évidemment des peintures du 19e, le reste est un pur décor d'harmonisation qui a été fait ces dernières années. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Répondez. Non, non, c'est ouvert au public, bien sûr. Répondez. Pour nous, c'est pas encore La question qui a été posée. Oui, est-ce que ouvert au public 6 mois de l'année, de avril à octobre. Oui, jusqu'au 15 octobre cette année. Le palais a été fermé pendant les travaux, enfin ces parties ont été fermées jusqu'à l'année dernière. Et depuis donc l'année 2022, c'est-à-dire depuis la saison d'été 2022, je crois que c'est au mois de juillet que l'année dernière l'ouverture s'est faite. Donc l'ouverture qui existait, l'ouverture au public saisonnière pendant l'été, donc est repartie. Et donc aujourd'hui, le grand public peut accéder à la galerie et ce qu'on ne vous a pas montré, qui est toute une autre problématique, parce que quand on vous parlait de 600 mètres carrés de fresques, évidemment, vous l'avez compris, ça n'est pas seulement la galerie d'Hercule, mais ce sont tous les salons qui sont derrière et qui sont directement distribués par la galerie, parce que les salons derrière occupent l'emplacement de l'ancien bâtiment médiéval, et on a plaqué la galerie dessus, avec des accès et toute une recomposition pour organiser une symétrie, et l'escalier copie de Fontainebleau a servi à rattraper la différence de niveau entre le sol de la cour et cette galerie au premier étage. Je résume extrêmement simplement. Donc oui, c'est ouvert au public actuellement. Il va sans dire, et que personne n'y voit de propos caustiques, c'est qu'une grande partie des visiteurs du monde entier qui vont voir le palais de Fontainebleau, je dirais pudiquement, n'y vont pas spécifiquement pour... pardon. Mais évidemment, de Monaco, de Monaco, ne viennent pas spécifiquement en tant qu'amateurs d'histoire des arts de la période de la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, une dernière question. Parce qu'on parle de choses que l'on ne voit pas, mais je peux quand même vous parler de choses que l'on voit, c'est-à-dire le décor que vous avez au-dessus de la tête. Donc, ce sont des peintures du temps de Louis XIII. Contrairement à... évidemment, on sait qu'il est intervenu de façon importante au château avec la construction de l'escalier en fer à cheval. Mais pendant 12 années, en fait, il y a eu énormément de travaux au château, que l'on sait parce qu'il y a 3000 pages de mémoires qui sont conservées à la Bibliothèque nationale. Et ici, ce décor donc, date entre les années 1639 et 1642. Ce grand décor de grisaille et de dorure. Toute la partie basse a été reprise de façon importante au XIXe siècle, comme les vitraux qui sont des vitraux sur c'est une création du temps de Louis-Philippe. C'est Marie d'Orléans qui a dessiné la fille de Louis-Philippe qui a dessiné les cartons avec ces très beaux Sèvres. Et alors l'escalier comme j'ai restauré l'escalier
escalier de Fontainebleau, je me suis intéressé à celui de Monaco. En fait, c'est une copie génoise, donc des années 1680. On a le nom de l'architecte. Et en fait, c'est effectivement le souverain, donc il doit être, si je ne me trompe pas, Louis II Grimaldi, qui était un neveu de Louis XIV, et qui donc connaissait Fontainebleau. Et on imagine la tête de l'architecte génois à qui on a dû donner une espèce de croquis en lui disant « tu fais la même chose ». Alors, ce qui est très... Moi, j'étais allé voir par curiosité, et quand on le voit, vraiment, on est à Fontainebleau. C'est très spectaculaire. Alors, évidemment, c'est tout petit, c'est dans une cour, c'est très différent. Et on voit là, c'est par les relevés en plan de l'architecte, donc que vous m'aviez envoyé, là, ces relevés de voir à quel point l'architecte a été terriblement mal à l'aise de ça, parce qu'il ne sait pas comment faire, et on n'a pas de cohérence entre les élévations et le plan. C'est très amusant. Très bien. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que nous ayons à disposition la totalité de ces informations, et donc il faut que nous échangions nos documentations qui, évidemment, vont enrichir le fond de Monaco, qui, sur ce plan-là, est assez... Oui, mais c'est tout récent. Oui, c'est ça. Non ? Tout a été dit ? Allez, je vous remercie. Merci pour votre patience, vigilance et j'espère l'intérêt.